Mémo par Eric Vincent. Je m'appelle Kumiko Wasabi. Je suis né le 1er janvier 2007 à Tamagotchi au Japon. C'est ce qui figure sur mon passeport. Mes rares amis, mes collègues parisiens me connaissent sous ce nom, mais ils ignorent que tout provient de mon imaginaire. En réalité, je ne sais pas qui je suis. Je suis japonaise et j'ai le sentiment de ne pas être comme mes congénères. Ce sont mes seules certitudes. Il y a une heure, je m'apprêtais à quitter mon travail pour rentrer chez moi comme chaque jour. Je vivais dans l'illusion. La réalité m'a rattrapé. À présent, je suis caché au fond d'une cave crasseuse d'un immeuble inconnu, sans argent, sans vêtements de rechange, sans aide. Je n'ai plus que mon omnibook sur lequel je trace nerveusement les mots que vous lisez. Il me faut impérativement écrire mon histoire, en garder une trace, car une organisation dont j'ignore tout s'applique à effacer mon passé. L'heure zéro de ma vie a débuté 18 mois plus tôt, dans les mois du mont Saint-Odile, en Alsace. Bambi, un magnifique bouvier bernois, s'appliquait à me lécher le nez, à fourrer son museau sous mes bras, sous ma tête, et à me tirer du fourré dans lequel je dormais. Avant, avant c'est le trou noir, l'abîme, l'inconnu, une page blanche sur laquelle je n'ai pas encore tracé une seule lettre en une année et demie. La suite des événements est fixée dans mon esprit dans les moindres détails. Gérald et Erika, les maîtres suisses de Bambi, me recueillirent à bord de leur van, en compagnie de leur adorable canidé, un tantinet ahurissant. Ils me conduisirent à l'hôpital universitaire de Strasbourg, où le professeur Xavier Boer me prit en charge. Il soigna mes nombreuses ecchymoses, une luxation de l'épaule et une plaie à la tête. Ensuite, il me bombarda de questions sur les circonstances de mes blessures, auxquelles je ne pus apporter l'embryon d'une réponse. Une seule chose le troubla. Je parlais français aussi bien que lui, sans le moindre accent, alors que ce n'était pas ma langue natale puisque je pense en japonais. Rapidement, le praticien diagnostiqua un traumatisme crânien sérieux ayant entraîné une amnésie profonde. Un examen au scanner par projection de neutrinos confirma ces dires. Mon cerveau comportait une zone fermée, soudée par le choc, où nulle activité ne se signalait sur les écrans de machine. Mes neurones n'étaient pas nécrosés, mais débranchés, comme si le courant électrique parcourant mes synapses ne les alimentait plus. Même un implant bionique au cœur de l'anomalie n'aurait pas eu raison des mystères enfouis en veille. Le problème venait du jus nécessaire pour faire fonctionner ma mémoire. Tant que la tension ne pourrait pas circuler librement dans mon réseau, un pan entier de mon passé demeurerait inaccessible. Le professeur Bauer fut extrêmement prévenant avec moi. Non seulement il tenta de me reconstruire une identité durant 3 mois, mais il fit tout pour permettre mon intégration en Europe. Il me trouva un travail de préparatrice chez Freeze Fresh, l'un des innombrables supermarchés du web, livrant principalement dans la petite couronne parisienne et dont le président était l'un de ses camarades d'enfance. L'influence du médecin me permit d'obtenir des papiers les plus légaux du monde. C'est un lundi matin que j'appris à observer ces documents avec un sentiment à cheval entre la suspicion et le dédain, après avoir lu ce message sibyllin sur l'écran 3D de mon ordinateur tiré de ma messagerie personnelle. Kumiko, ta disparition n'est plus un mystère. Te cherche. Cache-toi. Ces quelques mots étaient signés Yamada. Un japonais? Vraisemblablement. Ce Yamada était sacrément doué d'avoir mis la main sur mon adresse électronique. Absence, ce n'était pas courant comme pseudonyme. L'inquiétude s'empara de moi. Yamada m'avait trouvé, il savait des choses sur moi, cela aurait dû me remplir de joie. Mais non, j'étais morte de trouille, comme à l'instant présent. Mon mystérieux correspondant parlait d'un danger potentiel de gens à ma recherche. À mes trousses? Comment savoir? À ce moment, je me dis que je devais me reconnecter mes synapses absents au réseau de mes neurones, et d'urgence, même si le prix à payer consistait à expérimenter de nouvelles techniques chirurgicales. Le message m'inquiétait. J'hésitais. Je tournai la tête vers mon chéri, Kevin, dormant paisiblement sans le moindre ronflement ou sifflement. Kevin dormait toujours paisiblement, comme un sonneur. Mon petit ami, champion de poursuite sur piste, ne se couchait jamais après 22 heures et n'émergeait guère avant 9 heures lors de ses repos hebdomadaires. Pauvre chéri, son emploi du temps de veilleur de nuit perturbait tant son sommeil la semaine. Il était juste et légitime qu'il récupère le week-end, même si cela écourtait nos échanges, nos discussions. Il semblait être un gentil garçon, mais je ne pouvais pas le juger sur 2 mois de vie commune. En l'observant se retourner dans notre lit, je m'étais dit que je devrais peut-être lui faire confiance, ne pas lui mentir en m'inventant un passé rocambolesque, des parents décédés de suite d'un accident chimique, un village d'origine au fond de la campagne japonaise, histoire qu'il me fiche la paix avec ses questions.
tout lui avouer, lui montrer le message de Yamada, lui confier mes peurs, me reposer sur ses épaules solides, m'en remettre à son assurance, sa grande gueule, comme il dit, pour balayer les obstacles surgissant sur mon chemin, pour retrouver mon passé interdit. Mais je ne pouvais m'y résoudre. La peur m'étreignait. Je sentais le danger grandissant pour moi, pour Kevin, pour mes amis, mes collègues. Je ne devais pas me confier, sous peine d'accentuer le danger planant au-dessus de leur tête. Moins ils en sauraient, mieux cela vaudrait. Je sélectionnai le message de Yamada et le mis à la poubelle. C'était le mieux à faire. Tant que j'y étais, j'ouvris une nouvelle boîte aux lettres sur un site au hasard et réclamai la destruction de la précédente. Yamada ne me trouverait pas deux fois. Je l'espérais. La pluie s'est mise à tomber en abondance. Tant mieux. Si j'utilise des chiens pour me pister, l'eau va lessiver mon odeur et entraver leurs recherches. Je dispose de temps pour coucher mes souvenirs dans la mémoire de l'ordinateur. J'ai envie de parler de mon travail, la seule véritable preuve que j'existe. Depuis mon arrivée chez Freeze Fresh, j'avais gravi les échelons de la réussite. Frédéric Portal, notre patron, n'avait pas tardé à remarquer des qualités que je ne soupçonnais pas. Je l'avais intérieurement accusé de me promouvoir pour ma plastique d'asiatique à l'allure d'écolière, à peine sortie de l'adolescence. J'avais cru qu'il craquait pour mes yeux en amande, mes lèvres purpurines et ma peau parfaite, qu'il allait générer la jalousie de mes collègues, mais je ne m'étais trompé. Mon boss me prouva par A plus B que mon avenir valait mieux qu'un emploi de préparatrice. Un jour, il me convoqua dans son bureau. Je craignais qu'il me fasse des reproches, peut-être un résidu de traumatisme vécu dans mon passé. Au contraire, il déclara que mon job était accompli de manière irréprochable, qu'il suffisait de m'expliquer une tâche une seule fois pour que je la mémorise définitivement. Il m'offrit l'opportunité de me distinguer dans un emploi d'assistante, ce que je réussis. La confiance venant naturellement, Frédéric me confia la réalisation des promotions et autres catalogues présents sur notre site web. Je relevai le gant. Peu après ma rencontre avec Kevin au cinéma virtuel, un soir où j'avais le blues, Frédéric décida de passer carrément à la vitesse supérieure. Avant de me parler de ma nouvelle mission, mon patron me pria de me soumettre à quelques tests de quotient intellectuel, histoire de prouver d'une façon détournée ce que l'absence de diplôme ne pouvait asseoir. Frédéric m'assurait de toute sa confiance et de sa certitude de miser sur les bons éléments. Je l'en remerciai grandement. Je me souviens de la tête du correcteur lorsque je quittai le cabinet spécialisé en ressources humaines, en bilan de compétences et en recherche d'affinités professionnelles. Il était décomposé. J'avais réussi le score maximal à toutes les épreuves soumises. Je ne savais pas que j'étais doué pour ce style d'exercice. Pire, j'avais affirmé que ce genre d'examen était bon pour les adolescents boutonneux, désireux de confronter leur intellect à défaut de pouvoir user de leur charme, de leur gentillesse ou de leur prévenance. Selon les grilles d'évaluation du cabinet, mon quotient intellectuel n'était pas mesurable. Je dépassais très probablement le chiffre de 240, ce qui me plaçait au-dessus des plus grands joueurs d'échecs et au-dessus du gratin du monde scientifique. J'ignore pourquoi, mais Frédéric avait tenu à embarquer tous mes tests avec lui, ne laissant pas la moindre trace au cabinet d'évaluation. Voulait-il me garder pour lui tout seul? Voulait-il me protéger de convoitises ou me protéger tout court? Toujours est-il qu'il franchit le pas. Il fit de moi le numéro 2 de Freeze Fresh en me confiant la tâche de développer toute la gamme exotique, la cuisine mondiale du site, ainsi que la très haute gastronomie française. Il s'agissait de thèmes porteurs, les Français s'ouvrant de plus en plus à la qualité, à la diversité, abandonnant le fast-food et la brasserie de piètre goût. Je m'éclatais de plus en plus dans mon travail à défaut de m'éclater dans ma vie privée. Kevin était mignon, c'était un beau mec bien balancé, mais humainement, sentimentalement, il ne m'apportait pas beaucoup. Kevin était sans surprise, sans imaginaire, dénué du moindre romantisme. Un câlin se traduisait toujours par du sexe. Je songeais à le quitter et il ne me faisait pas battre mon cœur. Pourquoi continuer dans ces conditions? Pourquoi? J'avais besoin d'un sens à ma vie. Ce sens n'était pas Kevin. Ce sens était terré dans la zone d'absence de mon esprit. Il me fallait la clé. Après avoir reçu l'email de Yamada, j'avais éprouvé un vif besoin de me relaxer. J'avais plongé dans un bain chaud, mon péché mignon, je m'étais longuement préparé, apportant un soin important à l'hydratation de ma peau de pêche. J'avais lézardé devant le miroir en dépilant quelques sourcils rebelles. J'étais sorti sur la pointe des pieds, Kevin sommeillant toujours comme un bébé. La rue était quasiment déserte. Seuls les premiers bus mus par des piles à combustible embarquaient leur lot de travailleurs matinaux. J'appartenais à cette caste de lève-tôt et de couche-tard, capable de se contenter de 2 heures de sommeil pour reposer mon corps. Parfois, il m'arrivait de travailler 3 jours durant sans la moindre pause, à part pour me nourrir. Frédéric ne me l'imposait pas, mais je trouvais mon compte dans ce débordement d'activité.
J'éprouvais un besoin irrépressible d'apprendre, de faire mes preuves, de montrer au monde entier que je valais quelque chose aujourd'hui, à défaut de valoir si je valais quelque chose hier. Le bus 74 déboula de l'avenue Clichy et glissa silencieusement dans les uniques voies de circulation. L'automobile individuelle était interdite. Il se rangea devant l'abri sous lequel j'avais pris place. Comme d'habitude, attelé à l'arrière du véhicule, il y avait toute une cohorte de remorques électriques standards, destinées à transporter les achats, les bagages, les outils des différents usagers des transports en commun. Ceci, bien sûr, afin de compenser l'interdiction des véhicules personnels. Mon bus charriait une remorque d'ouvriers du bâtiment, remplie d'outils et même d'une bétonnière. En montant dans l'autobus, je remarquai tout de suite les travailleurs agglutinés au fond, jouant aux cartes pour passer le temps. Je balayai furtivement les visages des autres passagers, cherchant dans leurs regards la moindre trace d'animosité, la préméditation. Était-ce le message de Yamada qui me poussait à agir ainsi? Rien n'était moins sûr. Je tenais ce réflexe depuis des mois, sondant systématiquement mes interlocuteurs, à la recherche de réponses que je ne pouvais trouver en moi. Je pris place derrière la cage blindée et nifugée du chauffeur, près de la sortie. Un précédent voyageur avait laissé une carte flash estampillée Le Parisien. Après tout, je ne lisais pas souvent les journaux et l'occasion était trop belle. Allez, hop! Je glissai la carte dans mon omnibook. Les circuits électroniques se connectèrent et les images apparurent sur mon écran. Les nouvelles étaient d'une banalité affligeante ce matin-là, comme tous les autres matins d'ailleurs. Le président de l'Europe venait enfin d'uniformiser la conduite à droite. Les Anglais en seraient quittes pour avaler leurs sacrés parapluies, leurs chapeaux melons et leurs infâmes roast-beef bouillis. Même si la nature ne m'avait pas doté d'une chevelure brune et des yeux bridés, j'aurais juré ne pas avoir une goutte de sang anglais dans les veines. Je les aime pas du tout, ils m'insupportent, ils me révulsent. Les insulaires d'outre-Manche pourraient pouvoir prendre ce prétexte pour officialiser leur abandon de l'Union européenne, à laquelle ils n'avaient jamais vraiment adhéré. Un entrefilet en page 3 attira mon attention. Un couple de touristes suisses avait été pris dans une avalanche dans les Alpes. Leur identité me pétrifia. Gérald et Erika Feinberger, mes sauveurs. Je cliquai sur le lien photographique et découvris leurs visages souriants, pris au hasard dans un album de famille. Aucun doute. Mes forces m'abandonnèrent et des larmes échappèrent à mon contrôle. La tablette glissa lentement de mes mains, mes muscles devenus incapables de serrer, les mots bloqués au fond de ma gorge. Gérald et Erika réduits à néant, ôtés de mon misérable passé. Pourquoi le destin s'acharne-t-il à effacer les quelques esquisses que je traçais d'une main mal assurée? Quoi? L'averse tourne carrément à l'orage. Des trompes d'eau traversent le ciel et grossissent les flots dévalant dans les caniveaux. Si mes poursuivants ne me trouvent pas, ce sont les inondations qui vont me déloger de ma cachette de fortune, comme un rat chassé de l'égout. Qui sont-ils? J'ai eu à peine le temps de les voir. Pourtant, il y a une semaine, tout allait bien. Je digérais ma mauvaise surprise de l'avant-veille, la mort des Suisses. En arrivant au bureau, j'eus droit à un cérémonial du thé peu académique, orchestré par Frédéric, auquel il avait ajouté quelques pâtisseries achetées chez l'un des rares fabricants du soleil levant installé à Paris. Que fête-t-on, lui ai-je demandé. Ta première année, c'est frise fraîche, Kumiko. Une année, ça se fête. D'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui soient parties du bas de l'échelle pour monter au premier plan en aussi peu de temps. Par les temps qui courent, où la plupart des patrons ne jurent que par les sacro-saints diplômes, c'est carrément un exploit. Je te remercie, Frédéric, ai-je répondu en minaudant l'un de mes sourires nippons qu'il apprécie. Je ne risque pas de goûter à toutes ces merveilles, car j'ai un rendez-vous dans 5 minutes avec monsieur Liachenko de Caviar Co. Zut! Je l'avais oublié, lui. Bah, après tout, nous allons partager avec lui. Bon échange de procédés. Il goûte aux pâtisseries, il commande chez nous et il nous vend des produits. Pas mal comme idée. Jenny? Oui, fit l'assistante qui m'avait remplacé depuis quelques mois. Monsieur Liachenko est-il arrivé? Jenny jeta un coup d'œil en direction du hall d'accueil. Elle hocha la tête en signe d'affirmation. Allez le chercher, ajoutai-je sans plus de formalité. Le fournisseur fut introduit dans notre petit cérémonial. Je découvris un trentenaire tout de bleu vêtu, brun, cheveux courts et crantés, teint très hâlé et des yeux d'un vert si profond qu'il troublait fatalement son interlocuteur, subjugué par le surréalisme de son regard. Il n'était pas gigantesque, moins d'1 m 80, mais bien plus grand que mon petit mètre 57. Frédéric nous présenta à tour de rôle en commençant par mes collègues, en me gardant pour la fin. Je devrais négocier avec cet homme sans me laisser troubler par ses yeux, et ce ne serait pas une mince affaire. Il eut un sourire pour chacun d'entre nous et offrit à chaque fois une poignée de main franche mais délicate. Voici Kumiko Wasabi, notre directrice de la gamme des produits exotiques et gastronomiques.
Lorsqu'il entendit mon prénom et mon nom, son sourire s'élargit. Sa bouche dévoila une dentition de rêve, d'une blancheur parfaite, mise en valeur par la couleur de sa peau. Je dus me contrôler pour chasser des pensées singulièrement libidineuses, me convainquant qu'il devait se comporter comme un horrible macho dans le privé. Cependant, lorsqu'il s'empara de ma main pour la serrer en 2 brèves secondes, je crus défaillir. Un kaléidoscope d'images s'empara de mon esprit. Le déferlement cessa dès qu'il rompit le contact. J'en eus le souffle coupé. C'était comme s'il avait reconnecté ma mémoire endormie l'espace de 2 secondes. Frédéric l'invita à partager notre petit déjeuner et se proposa de servir le thé, massacrant l'art japonais joyeusement. Si vous permettez, proposa Liachenko en prenant la théière. Il exécuta les gestes à la perfection, comme seul un initié aux us et coutumes japonaises pouvait le réaliser. Même si mon esprit était vierge de visages, d'événements, je connaissais par cœur le cérémonial. Je le savais, j'avais été éduqué au Japon. Après la collation, j'invitai le fournisseur gravure de mode à entamer les hostilités. Il était hors de question que je fasse une mauvaise affaire. Veuillez me suivre dans mon bureau, monsieur Lechenko. Appelez-moi Vassili. Vassili, fis-je en le fixant avec un air le trouvant gonflé. Si ça ne vous gêne pas, bien entendu, ajouta-t-il pour tempérer ma réaction. Je fis mine de réfléchir avant de lui livrer ma réponse décidée à la seconde même où il l'avait proposée. D'accord. Il emboîta mon pas et nous nous renfermâmes durant la matinée. Il était âpre à la discussion, sûr de lui, de ses produits, de ses marges et de son satané sourire si envoûtant. Il m'aida à oublier les premiers couacs de mon passé si simple, si court. Arrivé avec une petite glacière électrique autonome, Vassili m'avait fait goûter de pures merveilles fondantes venues de Russie, d'Iran et même d'Aquitaine. Leur technique de conservation préservait toute la saveur du produit. Seul le prix faisait obstacle. Les premiers prix livrés en clientèle frisaient les 2 000 € le kilo. La négociation avait suivi la dégustation. J'avais fait traîner les débats juste par plaisir de le retenir, de boire ses paroles, de l'effleurer pour recréer l'étincelle magique. Il avait dû partir, bien essoré par mes conditions, mais heureux d'avoir approché la signature du contrat. Avant de nous quitter, nous échangeâmes nos cartes de visite à puce et à cristaux liquides. Après son départ, j'étais comme une midinette, ne cessant de regarder son visage de brun ténébreux sur le minuscule écran. La technologie balbutiante des cartes de visite transistorisées ne faisait pas honneur au vert de ses yeux, et je l'introduisis dans mon lecteur pour y récolter toutes les informations sur Vasily et la conserver précieusement dans mon sac à main. C'était juste avant l'après-midi où tout bascula. J'ai perdu conscience quelques heures, 4 tout au plus. Je n'avais jamais encore dormi autant de ma courte vie. La tension nerveuse des derniers jours a eu raison de mes dernières forces. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid. La situation n'est pas brillante. À chaque sirène de police, je frémis. À chaque bruit suspect, je sursaute. Je n'en peux plus. Je ne pourrais pas fuir sans argent, sans moyen de locomotion, sans vêtements. Il n'y a que dans les films où ça existe. Je n'ai qu'une carte de crédit et c'est un vrai mouchard. Quant à mon visage nippon, il ne me permettra pas de me cacher dans la foule française. Le 13e arrondissement, le quartier chinois. C'est ma seule planche de salut. La nuit est tombée, il faut que j'en profite. Mais j'ai peur, ils vont me retrouver, ils sont sur ma piste. Je le sais depuis que j'ai reçu un second email de Yamada, l'après-midi suivant ma rencontre professionnelle avec Diachenko. Je m'apprêtais à dicter une proposition de contrat avec Karviarenko lorsque ma machine me prévint qu'un message urgent parvenait dans la boîte aux lettres. J'en demandai l'ouverture et l'ordinateur obéit, affichant le texte en relief sur le tableau blanc prévu à cet effet. Ils ont retrouvé votre piste. Ils effacent les témoins les uns après les autres. Ils ont commencé par Gérald et Erika. Ils ne vont pas s'arrêter là. L'énigmatique Yamada a frappé une nouvelle fois. Comment s'était-il débrouillé pour décoder de mon adresse professionnelle? Elle n'était pas nominative. Ce type devait être un sacré bidouilleur pour parvenir à ce tour de force. Mais la véritable gageure, ce n'était pas qu'il m'envoie ce mail, mais plutôt le contenu. Gérald et Erika n'étaient pas décédés par accident, mais ils avaient été éliminés parce qu'ils étaient rentrés en contact avec moi. Je ne savais pas ce qui me déstabilisait le plus, de savoir qu'ils avaient été tués sur ordre ou d'imaginer qu'une organisation avait suffisamment de puissance pour déclencher une avalanche et ensevelir 2 innocents. J'étais atterré. Cette fois-ci, je n'envoyais pas le message à Corbeil. Yamada semblait capable de me retrouver sans difficulté sur le net. Il connaissait fatalement le lieu de mon travail. S'il voulait m'éliminer, il n'avait qu'à tendre une embuscade à la sortie de mon bureau. J'osais lui répondre. Qui êtes-vous? Qui me cherche? Qui veut me tuer? Pourquoi élimine-t-il toutes les traces?
La réponse ne tarda pas à venir. Yamada attendait ma réaction. Je suis Yamada, un ami. Personne ne veut vous tuer. L'organisation vous veut vivante pour exploiter vos dons. Mais vous n'avez pas d'existence légale. Ils tueront tous ceux qui vous approcheront de près ou de loin. Intrigué par ces révélations, j'éprouvais le besoin d'en savoir davantage. Je dictais à la machine. Mais quelle organisation et quel don? Pourquoi n'ai-je pas d'existence légale? Pourquoi élimine-t-il tous ceux qui m'ont approché? Pouvez-vous me protéger? Là encore, la réponse du mystérieux Yamada fusa en quelques secondes. Je ne connais pas cette organisation, mais ils portent tous des chapeaux melons et des parapluies. Ils vous ont enlevé à notre communauté peu après votre 2e anniversaire pour profiter de votre intelligence extraordinaire. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Et je ne peux pas vous protéger parce que nous n'avons pas d'existence légale. Je ne peux pas prendre le risque de révéler que vous n'êtes pas unique sur la Terre. Je suis désolé, je ne peux pas vous protéger. N'y tenant plus, je lui posai une dernière question, craignant que la réponse ne complique et ne simplifie à la fois les choses. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Yamada répondit. Des gens d'ailleurs qui ont fait un très long voyage. Fin du message, les murs ont des oreilles. Yamada se méfiait des programmes d'espionnage automatique. Des gens d'ailleurs. Je frissonnai. Ne voulait quand même pas dire des extraterrestres. C'était rigoureusement impossible puisque j'étais une vraie japonaise. Si j'avais été d'origine extraterrestre, l'éminent docteur Boer l'aurait décelé. Or, lors des examens qu'il me fit passer, jamais il n'émit une telle hypothèse. Non, je pensais plutôt que j'appartenais à une caste secrète, à un peuple ancien que l'on croyait éteint et qui vivait dans l'ombre avec un savoir immense qu'une organisation convoitait. Cette organisation avait mis la main sur moi dès ma tendre enfance et m'avait exploité. Mais à quelle fin? Yamada l'ignorait. Il me recherchait très certainement depuis mon enlèvement, mais il ne pouvait intervenir sous peine de dévoiler l'existence d'une communauté avancée que l'organisation exploiterait aussitôt. Le secret à préserver valait-il ma vie? Si oui, l'intelligence, les connaissances de cette communauté devaient être immenses. Cela me peinait d'être abandonné par les miens. Mais j'obtenais une magnifique récompense. Je savais pourquoi je me sentais différente, et je comprenais mieux les résultats obtenus lors des tests. Ma mémoire était une fantastique machine à apprendre. Un cri déchira la pièce voisine et me ramena brutalement à la réalité. Il provenait du bureau de Frédéric. Je me précipitai sans réfléchir instinctivement. Je le vis effondré sur son siège de directeur, le communicateur multimédia à la main. Son air enjoué quotidien s'était effacé au profit d'un masque mortuaire. Il était livide. Frédéric? Que se passe-t-il? Lui demandai-je, inquiète. C'est... 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 Xavier, lâcha-t-il. Cœur finement bardé. Il est... mort, poursuivit-il sur un ton sans énergie. Mort? Assassiné, avoua-t-il. Assassiné. L'avertissement de Yamada me revint à l'esprit. Une fraction de seconde, je fus tenté de tout révéler à Frédéric, pour qu'il fuie, pour que tous les salariés fuient, qu'ils se mettent à l'abri des foudres de l'organisation. Les morts se rapprochaient de moi, de Freeze fraîche, et potentiellement de tous ceux qui m'avaient connu un jour ou l'autre. Torturé et assassiné, compléta-t-il. La torture. C'était la preuve qu'ils arrachaient des renseignements sur mon compte. Il me fallait fuir en espérant qu'ils ne s'en prendraient pas à mes collègues. Non, ils passeraient à la torture, eux aussi. Il me fallait les affronter. Mais comment? J'ignorais tout d'eux. Comment combattre ce qu'on ne connaît pas? Avec quelles armes? Xavier Bauer, assassiné. J'avais envie de vomir, de fuir. Mon cœur se figeait dans la douleur. Je me réfugiai dans mon bureau, non sans avoir assuré Frédéric de tout mon soutien moral, étant de tout cœur avec lui. Une fois la pièce close, je tentai d'envoyer de nouveaux messages à Yamada, mais ils me revinrent avec la mention «Adresse inconnue». Il m'avait averti, je devais me débrouiller toute seule. Depuis combien de temps suis-je prostré sous l'escalier de la cave? Des heures. Mes forces déclinent peu à peu. J'ai mal aux pieds. La course avec les escarpins, ce n'est pas terrible. La soif, la faim me tenaillent de plus en plus. Je regrette amèrement de ne pas avoir un peu plus de rondeur sur les hanches pour puiser dans mes réserves. Cette cave ressemble à toutes les autres caves, vidées par des voleurs de toutes les prises intéressantes, sans nourriture, sans boisson. Plus le temps passe, plus je perds mes facultés de réflexion, de raisonnement. Je suis seulement obsédé par l'idée de mémoriser les dernières heures qui ont précédé ma fuite de Freeze fraîche. C'était ce matin.
J'avais laissé Kevin avec une drôle d'appréhension. J'avais peur de ne pas revoir, peur d'être enlevé par l'organisation, peur de ne pouvoir répondre à leurs questions, la faute à l'amnésie, peur d'engendrer d'autres morts effroyables. J'étais incapable d'avaler quoi que ce soit et j'ai quitté Kevin sur une engueulade mémorable. Il me reprochait de ne vivre que pour mon travail. Il n'avait pas entièrement tort. Il ignorait que je vivais ma dernière journée normale. Vers 11 heures, par la fenêtre, j'ai vu une dizaine de 4x4 noirs se garant au frein à main au bas de la rue. Des véhicules personnels signifiaient à coup sûr des véhicules d'officiels, de personnages suffisamment importants pour bénéficier d'une dérogation à la loi sur les transports. Une cinquantaine d'hommes, en costume sombre, chapeau melon vissé sur le crâne et parapluie à la main, a surgi brutalement des habitacles. Ils se sont dirigés vers le hall d'accueil de notre bâtiment. J'ai attrapé mon sac à main, ma tablette et la veste de mon tailleur. Je n'avais rien d'autre. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis rué sur le palier en hurlant à mes collègues de fuir et en leur demandant de me pardonner pour tout ce qui pourrait survenir. J'ai rejoint le toit par l'escalier de service. Le vent et la pluie ont défait mon visage en moins d'une minute, balayant le sommet par rafale. J'étais totalement désorienté. Je cherchais une échappatoire. Mes sens étaient affolés, mes repères inexistants. Je me mis à courir vers le bord du bâtiment effréné au dernier moment. Le vide était sous mes pieds, sur plus de 20 mètres, et le bâtiment suivant était à plus de 10 mètres en comptant une chaussée standard de 6 et deux trottoirs de 2. Impossible. Je longeai le toit en espérant mieux. L'immeuble voisin se trouvait en contrebas à 6 mètres. Je m'agrippai de mon mieux au bord et me laissai glisser le long de la gouttière, me paraissant assez solide pour résister à mon poids plume. Les bâtiments suivants étaient pourvus de toits pentus et non plats. Il me fallut redoubler de prudence, mes petits escarpins dérapant sur les ardoises rendues glissantes à cause de la pluie. Je vis le bout du tunnel en atteignant un autre toit plat, encore en contrebas. Un trait bleu en forme de sinusoïde s'abattit à quelques centimètres de mes épaules. En tournant la tête, je vis l'un des hommes au chapeau melon élant ses comparses, le parapluie encore fumant du jet d'énergie qu'il venait de cracher. Je disparus par une lucarne entrebâillée sans demander mon reste. À moins qu'il ne s'agît d'une arme paralysante, mes poursuivants n'avaient plus l'intention de me laisser en vie. D'où sortait-il un pareil attirail? Je croyais que nous en étions toujours au bon vieux fusil d'assaut, avec des balles traçantes, explosives ou perforantes, au choix du tireur. Je réussis à leur échapper grâce à ce bon vieux métro dans lequel je me glissais sans éveiller leur attention. Ils n'avaient pas bouclé le quartier. Ils n'avaient rien de véritablement officiel, ils agissaient sans contrôle, mais en nombre réduit. Qui étaient-ils? Leur accoutrement signifiait-il qu'ils étaient anglais? Est-ce cela qui explique mon aversion pour ce peuple? Satané cerveau, pourquoi ne me révèles-tu rien? Ne me lâche pas maintenant. Il fallait que je sorte de cette impasse. J'avais pris les couloirs de métro au hasard pour être sûr qu'ils ne me suivraient pas, et je crois bien avoir réussi mon coup. À présent, il faut que je sorte, mais où aller? Chez moi? Non, c'est stupide. Ils auront retourné l'appartement de fond en comble, c'est sûr. J'espère que Kevin n'écopera pas d'une balle perdue. Seigneur, qu'ai-je commis pour mériter cela? De quoi suis-je responsable pour engendrer autant de violence? Bon sang, j'ai entendu du bruit. J'entends quelqu'un. Oh non, mon Dieu, pitié, éloignez-les. Non. La porte s'ouvre. Je suis fichu. Kumiko? La voix d'homme ne m'est pas inconnue sans être familière. Je me tais malgré tout, figé dans l'obscurité. L'homme descend les marches de l'escalier. Il n'y a pas de contre-marche. L'occasion est trop belle, il est à ma portée. Tiens, bon atterrissage, lâchai-je en saisissant fermement une cheville de l'inconnu. Il bascule dans le vide et va se ramasser la figure. Avec un peu de chance, il va s'assommer et je vais en profiter pour me carapater en douce. Mais non, c'est pas vrai. Comment fait-il ça? Il est... il est figé au-dessus de l'escalier, flottant comme un ballon gonflé à l'hélium face aux marches. Il se retourne comme si des filins le retenaient. Bien essayé, Kumiko. Il vient se planter devant moi après s'être rétabli. J'aurais juré que ma manœuvre réussirait, mais il s'est rétabli de manière surnaturelle. Je découvre son visage. Seigneur. Vassili? Vassili Yachenko? Oui, j'ai eu du mal à vous retrouver. Vous avez réussi à échapper à mes sens, et c'est pas une mince affaire. Je ne comprends pas. Je ne... Je n'ai pas pu me résoudre à vous abandonner, Kumiko. C'est injuste, j'ai désobéi aux ordres. Les ordres? M'abandonner? Tout à coup, la vérité m'apparut aussi lumineuse que son regard, malgré l'obscurité ambiante. Un frisson parcourt mon dos, des pieds jusqu'à la base de la nuque. Yamada? Oui, c'est moi. Mais je croyais que j'étais japonais?
Bien sûr que je le suis, mais ça ne se voit pas sur mon visage. Il nous faut sortir d'ici. L'organisation vous recherche. Qui sont-ils? Je l'ignore et je ne tiens pas à le savoir. Ils vous ont enlevé et Dieu seul sait ce qu'ils ont réussi à vous faire faire. Comment ça? Venez. Il m'invite à le suivre, ce que je fais, lui accordant une confiance totale. Je n'ai pas le choix de toutes les manières. Ils ont dû détecter vos dons dès votre tendre enfance et vous enlever. Nous n'avons pas bougé un petit doigt de peur de nous montrer. Nous vivons sur la terre en paix, mais cachés des terriens, pour leur bien. Si les humains connaissaient notre potentiel, ils en profiteraient lâchement comme ils l'ont fait pour vous. Vous voulez dire que nous sommes des extraterrestres? C'est pas si simple. À l'origine, nous avons bénéficié d'un programme d'échange au XIe siècle. Les humains sont partis avec des ultriens et se sont développés beaucoup plus rapidement à leur contact que ne l'ont fait leurs homologues sur la Terre. Entre autres, les ultriens ont développé nos facultés intellectuelles permettant d'utiliser notre mémoire à 100% et toutes les facultés extrasensorielles inhérentes à ce niveau d'utilisation. D'où ma petite cabriole de tout à l'heure, directement issue des techniques de télékinésie. Une petite expédition d'ultriens descendants des terriens a été organisée pour analyser les progrès de la Terre depuis les siècles passés. Lorsque le vaisseau de nos grands-parents entra dans l'atmosphère, il prit la direction du Japon. Il survolait la ville d'Hiroshima le 6 août 1945 lorsqu'un événement imprévu est survenu. Seigneur, ils sont arrivés le jour où la bombe atomique a explosé? Vous avez tout compris, Kumiko. Voilà pourquoi nous sommes coincés sur la Terre et pourquoi nous avons dû nous terrer pendant 3 générations. Le vaisseau a bien protégé nos aïeuls des radiations, mais il a été gravement endommagé et s'est abîmé en mer. Il y a eu quelques dizaines de survivants parmi l'équipage. Nous descendons d'eux. Je n'en ai aucun souvenir. L'organisation m'a volé ma mémoire. Je sais, si vous aviez toute votre mémoire, vous m'auriez reconnu comme l'un des vôtres. Venez, la rue est déserte, sortons. Vous êtes armé? Demandai-je soudain à Vassili, alias Yamada, me rappelant que mes poursuivants le sont. Non, pourquoi? Parce qu'ils le sont. Ils possèdent un rayon sinusoïdal qui s'échappe de leur parapluie. Ah, l'une de vos inventions, je présume. Quoi? C'est moi qui... Oui, ils ne sont pas assez intelligents pour ça. Je suis horrifié. Ils m'ont manipulé. J'ai inventé l'arme qui me tuera peut-être. Dieu sait ce qu'ils ont réussi à me faire engendrer d'autres. Comment ai-je pu? Vous étiez Mémo, l'enfant qui concentrait les plus grands pouvoirs dans l'intelligence, les plus grandes capacités de mémorisation, avec des pouvoirs psychiques démesurés. D'après les premières mesures qui avaient été accomplies avant votre rapt, vos dons doivent nous permettre de bâtir un nouveau vaisseau qui nous permettra de regagner notre monde, à condition de retrouver le chemin dans le labyrinthe qui est devenu votre mémoire. Il faut trouver l'élément déclencheur, celui qui connectera tout le réseau de neurones. Avançant avec prudence, Vassili a les yeux partout, scrutant le moindre chapeau melon. Il risque une sanction, il risque son existence, pour moi mais aussi pour le salut de son peuple, de notre peuple. Seigneur, tout s'embrouille dans mon esprit. Je n'ai jamais pris autant de claques de ma vie en aussi peu de temps. Je suis une sorte d'extraterrestre parmi les extraterrestres dont on attend des miracles, qu'un groupe de terriens chasse comme une bête pour m'exploiter. Je sème la mort et la désolation derrière moi. Je mesure l'étendue des attentes, des espoirs qu'on place en moi, et j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, tout simplement. Je ne suis qu'une humaine, je n'ai rien de commun avec l'être dont Vassili me brosse le portrait. Stop, ordonnai-je à mon sauveur. Je n'en peux plus. J'ai trop mal aux pieds, je suis épuisé, j'ai faim, j'ai soif. Je, je ne suis pas tout ce que vous annoncez. Je ne suis qu'une jeune femme en fuite, poursuivie par les malades. Je sens que mes dernières forces fuient aussi vite que possible. Je sens une douce chaleur m'envelopper, celle de Vassili qui me prend dans ses bras et me soulève du sol sans effort, comme une plume. Il me souffle des mots de courage, m'assure qu'il ne m'abandonnera pas, qu'il me protégera, qu'il me guidera. Je ne pense plus à rien d'autre que la douceur de sa peau parfumée, aux senteurs citronnées, aux muscles fermes et rassurants qui me soutiennent, au sentiment de sécurité qu'il dégage. Je perds connaissance, ivre de douleur intérieure et de caresses extérieures, bercé par ces mots soyeux comme les pétales d'une rose satinée. J'entends l'eau coulant dans une cabine de douche. J'ouvre les yeux. Je suis allongé sous les draps d'un lit, juché sur une mezzanine de bois blond. La pièce est aménagée dans un toit et paraît neuve ou récemment rénovée. Elle est assez dépouillée, mais un sentiment de bien-être m'envahit aussitôt, comme si j'étais chez moi, comme si j'avais choisi cette décoration d'ascète. Je me redresse. Je suis nu sous les draps, de la tête aux pieds. Vassili a dû me déshabiller, et l'idée qu'il ait pu me voir dans ma nudité ne m'indiffère pas.
D'ailleurs, à l'idée qu'il soit sous la douche, j'avoue que je brûle d'envie de le rejoindre et de vérifier s'il possède d'autres dons que la télékinésie. Je me contiens malgré un désir couvrant comme le feu sous la braise. L'eau vient de s'arrêter de couler. Il sort de la cabine en contrebas. Fin du fantasme. Je l'entends approcher. Kumiko murmure-t-il. Vous êtes réveillé? Oui, un instant, dis-je en déformant légèrement la vérité. Bien dormi? Oui. Combien de temps ai-je occupé votre lit? Il consulte sa montre. Presque 12 heures. Cela n'était jamais arrivé, n'est-ce pas? Jamais. Chez nous, un tel sommeil trahit un grand désordre affectif. Affectif? Je comprends de moins en moins. Je crois que je ne suis pas comme vous. Il doit y avoir méprise. Je n'ai pas vos dons. Assurément. Les vôtres les dépassent largement. C'est impossible. Pourtant j'ai dû vous parler dans une dizaine de langues différentes depuis nos retrouvailles, et vous n'avez pas sourcillé une seule fois. C'est vrai? Exact. Tenez, feuilletez ce roman en ne visualisant que chaque page au maximum un quart de seconde. Pourquoi? Que voulez-vous que je retienne à cette vitesse? Tout. Tout? Mais c'est impossible. Impossible? C'est le seul mot banni de votre bouche, Kimiko. Allez-y. Un quart de seconde par page. Dans une minute, il sera avalé et vous me le débiterez par cœur. Le plus drôle, c'est que vous en serez encore capable dans une semaine, un mois, un an ou 50 ans. Je me dis que ce type est complètement marteau, mais comme il est beau comme un dieu, je meurs d'envie de lui faire plaisir. Je me plie à l'exercice avec le sourire. Je feuillette les pages à toute vitesse, sans prendre le temps de lire les mots, bien entendu. J'accélère pour le taquiner et au final, je laisse les pages tomber de droite à gauche à fond. Allez-y, me dit-il, racontez-moi l'histoire. Vous saviez que c'est impossible. En êtes-vous persuadé? Pensez-y. Je réfléchis, je cherche les premiers mots de l'histoire. Ils viennent. Je commence. Les débuts dans le métier s'annonçaient rudes. Malgré la réussite aux examens, l'obtention d'une licence en bonne et due forme, la location d'un bureau fonctionnel dans les beaux quartiers de la capitale, le plus dur restait à faire. Acquérir la renommée et se faire une place de choix dans une profession controversée, méconnue, encombrée sur la place de Paris. L'insertion d'encarts publicitaires dans des journaux gratuits n'y changeait rien. La réussite n'était pas au rendez-vous. Il fallait se faire un nom, même si le pseudonyme choisi dénotait une originalité symptomatique d'une personnalité hors du commun. Sarbacane, détective Alexa Sarbacane, un alias ayant supplanté Alexandra Kickers, son véritable patronyme. Je n'en reviens pas. Continuez, proposa Vassili. Je m'exécute, décontenancé par ce qui arrive. Elle planquait dans sa camionnette de fausses fleuristes depuis 2 heures. L'arrière regorgeait d'aménagements pour soutenir un siège dans n'importe quelle condition. Couchette, réfrigérateur, four à micro-ondes pour la vie quotidienne, caméscope numérique, télévision, magnétoscope pour le boulot. Tout le matériel professionnel avait été acquis en double. Elle disposait également d'une demi-douzaine d'appareils photo et du dernier cri en matière d'informatique embarquée. Et enfin, le fin du fin, elle possédait un téléphone utilisant le réseau de satellite Globalstar. Alors, demande Vassili, convaincu, connaissez le premier tome d'Alexa Sarbacane, détective extralucide par cœur. Vous n'oublierez jamais, et c'est comme ça pour tout. J'en pleure de joie. Un pan de mon identité est découvert grâce à Vassili. Je ne sais pas ce que j'ai été, mais aujourd'hui, je sais ce que je suis. Je suis Mémo.